Très bien, donc bonjour à toutes et à toutes. J'espère que votre rare semaine de 5 jours du mois de mai se passe bien et j'ai le plaisir de faire l'introduction de ce deuxième café Dataterra Theia. Donc voilà, j'imagine que tout le monde sait ce qu'est Dataterra, donc l'infrastructure de recherche en sciences intégrées, en sciences de la Terre et de l'environnement, et en particulier Theia, qui est le pôle dédié aux surfaces continentales. Donc vous connaissez sans doute Theia pour beaucoup de ses dimensions, hein, euh, la fourniture de données satellites, de données in situ, de produits, y compris de modèles, de logiciels et de services. Et il y a également dans ce grand portefeuille de possibilités un aspect qui est très important, qui est l'échange avec les utilisateurs, les communautés, faire le lien entre des experts et des utilisateurs, et donc un volet formation. Et c'était un peu la philosophie de ces cafés, d'aller un petit peu plus loin que juste vous indiquer qu'il y a un lien Zenodo pour télécharger telle donnée, ou que vous avez le lien vers le mail de Jean-Louis Rougeant et qu'il suffit de lui poser une question sur son dernier article pour vous acculturer ou vous former aux données ou au logiciel. Et donc l'idée, c'est bien d'offrir un espace où il y a un temps d'échange, de présentation, mais également un temps d'échange. Voilà, donc les cafés sont organisés un jeudi par mois, donc vous avez déjà les dates des prochains, donc c'est toujours à la même heure. Voilà, et le lien, c'est vraiment de faire l'échange sur des thématiques qui sont très variées. L'idée, c'est de vous présenter sur une thématique donnée, donc aujourd'hui, c'est le thermique à haute résolution, hein, de vous présenter à la fois des méthodes, des produits, des sujets déjà bien consacrés, des produits déjà existants, des sujets émergents, pour que vous ayez à la fois une découverte de l'existant, de ce qui peut se faire, des différentes ressources, hein, qu'il s'agisse des experts ou des technologies jusqu'au service. Donc voilà, il y a de tout, et l'idée, c'est aussi de pouvoir aussi, sur certains cafés, de vous proposer des liens vers quasiment des tutoriels, je dirais, des sujets voilà, qu'on a appelés pragmatiques, où vous ayez vraiment des fois des questions vraiment purement techniques qui pourraient faire l'objet de courtes présentations. Voilà, comme ça a déjà été le cas, par exemple, si vous avez pu assister au précédent café. Voilà, donc ça sera très variable. N'hésitez pas à toujours regarder vos mails et vos LinkedIn pour voir les différents sujets. Donc aujourd'hui, ça sera l'infrarouge thermique et le thermique. Et la prochaine fois, fin juin, on sera spécifiquement sur la phénologie. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais dans tous les cas, vous pouvez déjà retenir la date et surtout l'horaire. Voilà, donc aujourd'hui, toujours dans cet aspect de dualité, hein, de présenter deux facettes d'un même problème. Aujourd'hui, donc le sujet, c'est le thermique avec deux présentations. La première sera de Jean-Louis Rougeant, donc, qui est actuellement au CESBio à Toulouse, donc qui va nous faire un petit focus sur la mission Trishna. Je n'en dis pas plus pour leur laisser évidemment largement plus de temps. Et le deuxième sujet sera Constellaire, voilà, avec la surveillance urbaine industrielle par Guillaume Triquet, qui est directeur général pour la France de Constellaire. Voilà, donc je vais laisser la place à Jean-Louis puis à Guillaume pour les présentations. Évidemment, après chaque présentation, il y aura un temps d'échange et de questions-réponses. Et pour permettre peut-être une plus grande interaction ou plus de temps pour les échanges, on vous suggère évidemment de poser vos questions au préalable ou au fil de l'eau dans le chat. Et puis Isabelle, Lucas ou moi-même, on se chargera de les relayer au besoin. Voilà, mais en tout cas, merci à tous et toutes d'être là. Et puis, Jean-Louis, je te laisse le partage. Donc, je suis Jean Rougeant, je travaille au CESBio, je suis directeur de recherche au CNRS. J'ai rejoint le CESBio en 2017 après avoir travaillé 25 ans au CNRM à Météo France. J'étais directeur adjoint en 2016-2017 du centre. Et donc, je pilote, principal investigateur, pilote la mission Trishna pour la France. Donc, les relations entre la France et les agences spatiales avec l'ISRO ont un certain historique. Oui, c'est bon toujours de rappeler un peu le contexte parce qu'il y a une collaboration qui est à la fois scientifique, industrielle et culturelle. Donc, il y a pas mal de missions, puisqu'avant Trishna, donc rapidement, c'est une mission qui traîne depuis, on va dire, depuis une vingtaine d'années, qui a été reconfigurée. Donc, les missions spatiales, ça prend beaucoup de temps. Évidemment, je suis loin d'être seul à travailler dessus, mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans le passé
proches et plus lointains et qui ont contribué à ce que cette mission se fasse aujourd'hui. Donc, c'est une mission qui a, on va dire, deux chapeaux, tout ce qui est sécurité alimentaire et sécurité civile, un peu les applications tournent autour de ça. C'est pas une mission opérationnelle, c'est pas le CNES ne fait pas ça, mais quand même il y a une volonté un petit peu d'avoir un socle applicatif assez intense pour préparer la mission LSTM Copernicus de l'ESA. Donc l'idée c'est d'avoir une collaboration étroite avec l'ISRO et pas que l'ISRO, les instituts académiques. Donc je sais. Alors, est-ce que je peux passer le truc? Voilà. Donc, la mission Trishna, donc, il y a deux segments sol. Lancement prévu fin de l'année prochaine, peut-être ça va glisser. Durée de vie de 5 ans, plus 2 ans éventuellement. Donc, il y a vraiment un miroir segment sol côté français, côté indien. Par contre, il y a un partage je dirais de la distribution à échelle globale. Donc, la France s'occuperait plutôt de l'Europe, l'Afrique et les Amériques, et puis l'Inde du reste. Donc, voilà. Donc, il y a quand même et puis des zones d'overlap pour collaborer. Donc, il y a vraiment des collaborations scientifiques assez intenses, formalisées à travers différents guichets. Donc, vous voyez, en France, beaucoup de laboratoires se mobilisent. C'est un peu le couteau suisse, donc, puisqu'il y a beaucoup de domaines d'application, je vais y revenir. Et c'est en train de monter en puissance, notamment, et côté indien, effectivement, on a l'ISRO, mais également d'autres instituts académiques. Donc, durée de vie de 5 ans, lancement programmé l'an prochain, peut-être que ça glisse un petit peu. Donc, on a des design drivers, c'est-à-dire des thèmes applicatifs qui ont piloté la définition et les caractéristiques de la mission. En premier, le stress des agro-écosystèmes, le côtier, le littoral, les eaux intérieures. Donc, c'est un grand champ de vue, puisqu'on fait une couverture globale. Donc, il y a des effets directionnels. Grand champ de vue, revisite à 3 jours à l'équateur, et plus on monte vers les pôles, plus on voit fréquemment, avec donc cette bande dans l'optique. Donc, ce n'est pas qu'une mission thermique, et 4 bandes allothermiques. Les Indiens font un peu tout, je dirais. Ils font la plateforme, le lanceur, et ils font également l'instrument optique, qui est un peu sur étagère. Et le vrai challenge, ce sont les bandes thermiques qui sont faites par le CNES avec maître d'œuvre industriel, donc le Airbus Defence Space. Donc, on a des passages à 12h30 et on a également le symétrique de nuit. Et puis, donc, des angles qui varient suivant comment la prise de vue de la scène. Donc, ça génère des effets directionnels. Voilà. Donc, les bandes spectrales, vous les avez là. La bande centrale, la largeur de bande et puis l'objectif de la bande. Donc, il y a quand même un effort assez important qui a été réservé à pouvoir filtrer l'atmosphère, donc se défaire des nuages. Pour les nuages bas fractionnés, compte tenu qu'on a une résolution à peu près de 60 mètres, donc c'est peut-être un peu plus facile. On a une bande également dans le moyen infrarouge à 1.6 à 1.38 pardon, pour écarter les nuages fins, le type Cirrus. Et puis après, on a des bandes qui font aussi la végétation, et puis des bandes pour calculer les émissivités et les températures. Alors, on n'a pas beaucoup de produits parce que c'est une volumétrie importante, ça a un coût, plusieurs coûts. Et donc, les produits phares, on a surtout la température de surface et puis la température de mer. Donc, on conserve la pleine résolution à 60 mètres jusqu'à 200 km des côtes. Et après, en océan, on bascule à une réduction de 1 km pour la température de mer. Bon, c'est pas le but de TIA de s'apesantir là-dessus. Ensuite, on a les produits vapeur d'eau pour l'atmosphère, produits aérosols, l'AOT. Et puis, on calcule les 3 variables essentielles qui sont l'albédo, la température et l'évapotranspiration. Et on a également des facteurs de stress. Bon, le calendrier, donc, Trishna s'inscrit dans la nouvelle génération de capteurs haute résolution thermique. Donc, actuellement, on a EcoStress qui doit être prolongé pour qu'il y ait de l'overlap avec Trishna. Donc, ils volent sur la Station spatiale internationale qui fait 70 mètres de résolution. Donc, c'est un bon test bed. Et on a ensuite Doris BG, donc, qui devrait venir, mais bon, la nouvelle administration américaine, c'est un peu un stand-by. Donc, c'est la sous-main de la NASA. Et puis, par contre, devrait à la STM à partir de 2029. Il y aura 2 instruments, 29 et puis 30 le récurrent. Alors, il y a une bonne harmonisation entre les agences pour pouvoir effectivement
faire en sorte que les définitions orbitales ont quasiment une revisite un jour lorsque les 3 instruments seront en vol, s'ils le sont un jour. Voilà, vous allez en bas également les caractéristiques. Donc, on travaille vraiment main dans la main les 4 agents, puisqu'il y a l'ISRO, le CNES, la NASA et l'ESA. Alors, quel peut être l'impact de Trishna sur j'ai parlé du couteau suisse. Donc, évidemment, c'est évaluer les impacts sur les vulnérabilités de trait de côte, notamment, une pression sur la ressource anneau, ça c'est important, 4 ingrédients, disponibilité, accessibilité, stockage, la qualité de l'eau, la sécurité alimentaire, c'est optimiser la consommation en eau pour la production, j'y reviendrai, et puis le risque sanitaire, la pollution également, gestion des territoires, compte tenu de la résolution spatiale pour l'optique thermique, il y a un intérêt assez prononcé, et puis la biodiversité également, il peut y avoir une contribution intéressante. Voilà, donc ça s'inscrit vraiment cette mission dans les objectifs du développement durable, avec des cartographies fines, réactualisées rapidement. Alors, j'ai parlé des thèmes, donc il y a eu des thèmes pilotes qui ont servi à définir la mission, donc 13 écosystèmes, usage de l'eau, meilleure gestion de la ressource, côté littoral. Thèmes secondaires, alors ce pas des termes subalternes, hein, en fait, c'est des termes qui sont en train de monter en puissance, qui n'étaient pas là au départ, mais il y a une forte mobilisation de la communauté. Alors, le microclimat urbain, évidemment, caractérisation des îlots de chaleur, la cryosphère, je donnerai des exemples, les terres solides, on est capable de détecter les anomalies thermiques, et puis l'atmosphère également. Alors, le lien entre l'eau et la sécurité alimentaire, elle est assez évidente, je dirais, puisque à l'aube de 2050, il faudra nourrir 9 milliards de personnes. Donc, si là, j'ai des chiffres de 2017, mais là, déjà, en 2007, la consommation a augmenté en rythme presque 2 fois supérieur à la croissance démographique. Donc, on va être confronté à des problèmes, c'est qu'on a à peu près une demande qui demande de doubler à peu près la consommation en eau d'ici 2050, alors que les prélèvements liés à l'agriculture ne pourront augmenter que de l'ordre de 10%. Donc, les stratégies générales, c'est d'avoir des droits d'accès à l'eau et répartition beaucoup plus optimisés qu'on le fait actuellement, une utilisation rationnelle de l'eau pour la productivité, acquérir de meilleures données, et évidemment, inciter les responsables, la gouvernance à mettre en place des moyens pour lutter contre cette raréfaction de l'eau et développer des systèmes micro-irrigation qui sont beaucoup plus efficaces qu'ils ne le sont aujourd'hui. Évidemment, réduit également le coût des subventions. Alors, l'eau, donc c'est le maillon cycle de l'eau est une composante un volet important de la mission Trishna, l'eau renouvelable et l'eau ressource en eau pure. Donc là, vous voyez à peu près à quoi correspond l'extraction. 70% de l'agriculture, vous voyez que plus de 90% de l'eau utilisée, et c'est ce qui est tout à fait normal quelque part, utilisée pour l'agriculture, donc pour l'irrigation, pour le bétail et pour l'aquaculture. Et là, ces projections qui s'arrêtent en 2025 sont en train de montrer de façon très, très exponentielle pour l'agriculture, si on compare à un usage domestique ou, par exemple, un usage industriel. Alors, à quoi sert le thermique par rapport à l'optique? Donc, effectivement, c'est pouvoir détecter de façon beaucoup plus précoce des stress. Donc, imaginez, vous avez une plante qui va bien, et puis, voilà, tout d'un coup, ça commence à chauffer, donc elle va fermer les stomates. Donc là, le thermique, on le voit assez rapidement parce que une plante fonctionne un peu comme un humain, hein, donc on commence à suer pour essayer de maintenir une température interne à peu près constante, et puis après, quand on n'a plus à suer, effectivement, on rougit et on attaque des états de stress un peu critiques. Voilà, donc ça, le thermique, à ce moment-là, il faut apporter de l'eau, donc faire boire la plante comme un être humain pourrait boire, et ensuite, voilà, on s'adresse à la réouverture des stomates. L'optique, on voit plus tard, parce qu'en fait, on se rend compte que quand la photosynthèse est réduite, et souvent, c'est un peu trop tard, et on a une baisse de production en matière sèche. Alors, les pénuries d'eau et alimentaire, donc rapidement, donc à l'échelle de la planète, on a identifié ce qu'on appelle des hotspots, donc des zones de stress hydrique. On voit que c'est surtout les pays du Sud. Et en Afrique et en Asie du Sud-Est, une raréfaction de rareté de l'eau, de plus en plus. Donc, la question qui se pose, c'est comment nourrir durablement la population croissante des pays du Sud, qui font face à l'accélération du changement climatique, la dégradation un peu graduelle des écosystèmes et à l'aggravation des inégalités.
Et comme disait, j'aime bien cette tirade de Mark Twain, le whisky est fait pour être bu et l'eau est faite pour être disputée. Ça date un petit peu, mais c'est un peu toujours d'actualité. Si on tient compte que 2 tiers de la population d'Afrique subsaharienne sont déjà confrontés à une insécurité alimentaire de type grave ou modéré. Alors, un peu plus d'aspect technique, comment on s'y prend. Donc, pour mesurer l'évapotranspiration, qui est un produit phare, donc, on a Evaspa qui est déjà qui est un CES donc, du pôle TIA, donc piloté à la fois par Gilles Boulet du CEDBio et Albert Olioso de l'INRAE. Voilà, sans rentrer dans les détails, donc on part d'un albédo, on a une température, une émissivité et puis une réflectance dont on déduit le paramètre de la végétation. Alors, ce qu'on calcule in fine, c'est une fraction évaporative. Et puis, on fait un bilan d'énergie par rapport au rayonnement net. En fait, cette approche, c'est une approche contextuelle. Il faut qu'on ait dans une image des dynamiques contrastées entre des situations saines, je dirais, et puis des situations de stress. Et là, vous avez à droite, en haut à droite, ça avec exactement le lien entre la fraction de végétation et la température. Donc, ça peut être piloté soit par la température, soit par le rayonnement. Et ce qui est de façon intéressante, on est capable de mettre des barres d'erreur sur ce genre de produit. Alors, l'autre approche, en fait, il y a une approche d'ensemble, c'est une approche pixel par pixel. Donc, c'est le modèle stick de Kanishka Malik, qui est maintenant au CEDBio. Et là, donc, c'est un modèle un peu plus sophistiqué. Vous voyez, on gère il y a un double bilan pour la végétation et le sol, double source, et sans rentrer à l'équation. Et c'est un modèle qui est sélectionné également probablement pour LSTM. Et donc, on fait une combinaison des deux, ce modèle d'ensemble entre Evaspa et Stick. Voilà. Donc après, on utilise, comme il dit au début, les données de la mission EcoStress qui permettent de s'évaluer. Alors, vous avez en haut à gauche l'émissivité. L'émissivité est une composante importante. 0,1 sur l'émissivité, ça peut donner 4-5 degrés d'incertitude sur la température. Et vous voyez en bas à gauche, effectivement, les émissivités large bande, les rangs de valeur, on voit que ça varie très très localement de façon importante. Parce à 70 mètres, quasiment l'éco-stress, la résolution qu'on aura avec Trignac qui est 60 mètres. Et vous avez sur des patchs en Inde, vous avez à peu près la variabilité de la température de surface. On voit qu'elle peut être localement assez prononcée. Et effectivement, il y a une corrélation assez forte, on voit à droite, entre la température et l'évapotranspiration, entre 2, 9, lors de 3 et presque 4 millimètres jour, suivant la culture. Ça, c'est une présentation proposée par nos collègues du SAC en Inde. Alors, parlons de l'Inde, donc une forte consommation de l'eau en agriculture. Alors, ce qu'on appelle un export de débit d'eau virtuelle, c'est-à-dire comment on peut évaluer l'eau à raison de 1% du volume d'eau total. Et un exemple que j'aime bien donner, si vous avez par exemple une tonne de viande bovine pour la production, admettons que ça nécessite d'avoir 15 000 mètres cubes d'eau, et qu'ils exportent à peu près 100 tonnes par an, le débit virtuel correspond à peu près à 1 500 000 mètres cubes par an. Donc c'est quand même assez considérable. Et la consommation d'eau en agriculture irriguée augmente à raison de 4 mètres cubes par an, ce qui est aussi pas du tout négligeable. Vous avez aussi en haut à gauche comment évolue l'évapotranspiration. Pour les 30 dernières années, on voit effectivement qu'il y a une perte assez commensurable. Alors, on travaille beaucoup sur le terrain, donc toujours en Inde, on a des sites de vérification, voilà, sur un site de Vigne. Là, donc, on collabore avec l'Indian Institute of Technology de Mumbai, donc on met des caméras optiques thermiques et on met des cibles de référence. Donc, il y a un petit travail aussi de superposition et ça permet d'avoir des sites Calval, notamment pour pouvoir valider les produits. Donc, on fait des mesures en continu, de jour comme de nuit, avec des fréquences qui peuvent être assez élevées. Je voulais juste montrer ça. On a aussi donc des sites Calval plus près de chez nous, de maïs notamment. Voilà, donc on a un programme Trishnaval qui va démarrer ce mois-ci, donc avec une instrumentation assez complète près de Pau. Et donc on met des caméras, des radiomètres, voilà, donc on met des anémomètres et on fait des mesures de flux également en continu. Donc ça, c'est un programme Trishnaval, mais qui prépare aussi à la stratégie de développer des stratégies de protocole de validation des futures données. Donc, on a également un modèle DART au CEDBio qui fait des maquettes 3D. On est capable de simuler le maïs et le sol à une résolution assez fine, presque centimétrique.
On est capable également de mesurer l'évapotranspiration qui va avec un exemple. Et donc, en mettant les bons paramètres d'entrée dedans. Donc, c'est des calculs qui peuvent se faire assez rapidement, tout pour avoir le cycle diurne. Et on est capable aussi de mesurer la température de brillance, qui sera vraiment mesurée par Trishna, à l'échelle de la parcelle, de façon assez précise, en partant d'images des caméras. Rapidement, c'est les hauts de chaleur urbain. Donc, c'est un sujet qui monte en puissance. Donc, on est capable, effectivement, par quartier, compte tenu de la résolution, et encore, on peut faire une petite descente d'échelle, de pouvoir cartographier les îlots de chaleur urbains, notamment d'en savoir un peu plus sur la transpiration des plantes et l'évaporation. Donc, les arbres, bon, j'ai juste montré rapidement, c'est quand même une composante importante du système urbain qui rend un service écosystémique par production d'oxygène, captation du CO2 et des autres polluants, et permet aussi de ralentir l'écoulement de l'eau pour notamment favoriser son stockage, également notamment dans la zone racinaire, et stabiliser le sol. Alors, il y a aussi des exemples très pragmatiques. Donc, EcoStress, par exemple, là, c'était un travail avec la NASA, on avait un stagiaire en commun, on a fait Phoenix en Arizona. En fait, vous avez à droite donc une image EcoStress, et en bas sur l'échelle, en fait, c'est intéressant, c'est le temps en secondes suivant l'alerte pour être brûlé, par exemple. Si vous restez dans cet environnement plus de 3 secondes, le sol, alors si vous cartographiez la température du sol, c'est de l'asphalte, et quelqu'un était tombé notamment et s'était brûlé parce que voilà, il était dans un quartier. Donc ça permet de renseigner quartier par quartier, et le risque effectivement qu'on peut avoir une chute ou un accident dans un quartier et être brûlé. Donc voilà, le temps de latence du risque de santé. Voilà, et bon, j'ai presque fini. Voilà, je voulais montrer aussi un exemple avec ce qu'on fait au pic du Midi. On a mis une caméra thermique au pic du Midi. Donc voilà, donc vous avez, ça c'est le travail avec Simon Gascoigne au CEBIO, et on est capable notamment de pouvoir mettre en lien la température de surface avec le manteau neigeux, avec des épisodes de froid, épisodes de fonte, donc ce qu'on appelle en fait l'équivalent de la neige, qui tient compte de la densité et de la profondeur de la neige. Et voilà, ça c'est mon dernier transparent. Donc il y a une effervescence et une mobilisation assez forte de la communauté pour préparer la mission de Trishna. Donc il y a des sites de mesure en tous azimuts. En Inde, on en a pas mal aussi en France en ville. On a aussi des campagnes aéroportées. On a aussi des sail drones, donc sur mer également, pour mesurer la turbulence et la température de la mer. Et je pense que j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Transition intéressante. Donc, effectivement, la mission Trishna fait partie des synergies avec les activités de Constellaire, et on travaille avec le CESBio là, depuis un peu plus d'un an pour fournir notamment des données sur les sites de Calval et sur d'autres sites au travers du monde. Donc, moi, je suis venu vous parler plutôt d'un point de vue industriel, puisqu'en fait, je travaille pour une société qui développe des satellites infrarouges thermiques haute résolution qui ont des attributs qui sont très complémentaires avec ce qui vient d'être présenté sur Trishna. Et effectivement, il y a actuellement sur le secteur de l'observation de la Terre une énorme tendance et beaucoup d'investissements sur l'infrarouge thermique. Donc, en plus des missions commerciales, des missions publiques qui ont été présentées, il y a plusieurs missions commerciales qui sont en train de voir le jour. Donc, je vais vous présenter rapidement les cas d'usage sur lesquels on travaille, en essayant de rester concis pour laisser le temps aux questions. Donc, rapidement, Constellaire, on existe depuis 7 ans, on a levé à peu près 75 millions d'euros, on emploie 110 personnes, on a 2 satellites en orbite, un troisième qui sera lancé dans 6 mois, et on a des entités, donc on est une société européenne avec des entités en France, en Belgique, en Allemagne, et on a aussi un bureau de représentation aux États-Unis. Et donc, je dirige les équipes françaises, on emploie 17 personnes, et comme mon accent le laisse entendre, on est basé à Toulouse. Juste une slide qui reprend ce qui a été présenté préalablement. Donc, l'infrarouge thermique, c'est intéressant pour 3 sujets. L'urbain, la gestion de l'eau, et il y a un autre sujet que je vais présenter juste après qui touche à la sécurité et à la défense. L'infrarouge thermique est utilisé sur des missions souveraines type CSO. On y viendra après. Donc, il y a aujourd'hui une forme de porosité entre les missions commerciales duales comme Constellaire, les missions publiques et les capacités souveraines.
Donc, pour présenter un petit peu les acteurs type New Space IRT. Bon, on ne va pas passer trop de temps. Donc, l'idée, c'est de vous montrer qu'il y a plusieurs types de positionnement de sociétés. Des sociétés qui sont dans l'infrarouge thermique lointain, qui servent principalement à mesurer précisément la température, comme Trishna. Des sociétés qui sont plutôt dans l'infrarouge thermique moyen, qui permettent d'avoir plus de résolution et de dire, en résumé, c'est chaud ou c'est froid. Et des acteurs qui sont spécialisés sur des verticales de marché, par exemple Auroratech, qui est une société allemande, et qui développe des satellites pour la détection précoce des feux de forêt. Côté constellaire, on a un positionnement où on est sur une résolution dans l'infrarouge thermique long wave, comme Trishna, donc aujourd'hui à 30 mètres, et on sera à 5 mètres en mid wave en 2028 et 10 mètres en long wave également. C'est-à-dire qu'on ne va plus seulement faire du long wave, mais aussi du mid wave. On y viendra après sur les cas d'usage, ça permettra d'expliquer les raisons de ce choix-là. Et là où on diffère des missions étatiques et scientifiques, c'est qu'on est sur des fauchées beaucoup plus réduites. C'est-à-dire que les images de constellaires, c'est 50 km x 15 km, là où les missions Trishna et LSTM sont à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, on vient apporter de la réactivité, de la résolution, mais on n'est pas, on est des missions type tasking comme Pléiade. On n'est pas là pour venir, compléter ou challenger ce que font les missions scientifiques et publiques. Les applications, on en a parlé rapidement de certaines. Pour compléter, donc, tout ce qui touche à la surveillance industrielle, surveillance de centrales nucléaires, surveillance de raffineries. Je montrerai quelques images après, mais on a en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup d'actualités dans le Golfe autour de ces sujets-là, puisque les données infrarouges thermiques permettent de mesurer si un site est encore actif ou pas et d'en dériver des indices de production. Pour vous montrer une image qui est issue de nos satellites, donc c'est une image qu'on a acquise le 8 mars au-dessus de Paris. Bon, je vous montre l'image parce que ça permet de se rendre compte ce qu'on arrive à voir avec de l'infrarouge thermique. Je vous montre l'image aussi pour une autre raison, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, ça a été présenté, mais l'infrarouge thermique, donc on voit souvent, si on prend l'image telle quelle, des anomalies. Donc ce que vous voyez là, il y a deux bâtiments, à droite c'est le Grand Palais, et en bas à gauche c'est la Maison de la Radio. Je montre ça pour une raison, c'est que l'infrarouge thermique, on parle de résolution, mais l'émissivité, comme ça a été dit, est assez importante. Donc, quand on parle d'infrarouge thermique, il ne faut pas seulement penser aux capteurs satellites, il faut aussi penser au traitement de la donnée aval pour, à la fin, avoir des données qui sont fiables, qui sont robustes et qui sont précises sur la mesure de la température. Et c'est pour ça que les données dans le LOIR sont importantes et c'est pour ça que tous les travaux de la communauté scientifique, académique et industrielle bénéficient au bien commun. Si on ne fait que des satellites performants, in fine, le produit sera de mauvaise qualité. Pour aborder rapidement un cas d'usage, un exemple de cas d'usage sur de la surveillance maritime, une image de nuit dans le Golfe, près du cercle arctique, permet de voir qu'en fait, avec de l'infrarouge thermique, on est aussi capable, non pas seulement de détecter des navires, mais également de détecter les mouvements de ces navires. Alors, on va aller rapidement sur ce volet-là. Donc, comme je vous le disais, souvent dans l'observation de la Terre, on parle de résolution. Quand on parle d'infrarouge thermique, il faut parler résolution et précision radiométrique, c'est-à-dire fiabilité dans la mesure de la température. Pourquoi? Donc, un exemple d'une image acquise proche du détroit d'Ormuz, où on voit justement des navires. Alors, la résolution de l'image est peut-être pixelisée en partage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de détecter les navires, on est aussi capable de détecter les mouvements des bateaux par rapport aux vagues thermiques. C'est-à-dire que le bateau brasse de l'eau plus froide remonte en surface, et ces signatures thermiques sont détectables grâce à des capteurs infrarouges thermiques. Donc, c'est un cas d'usage, donc je sais qu'on est plutôt là pour parler de surface continentale, mais ça permet aussi de comprendre, au-delà de la résolution et de la taille de l'objet, en quoi la température est clé dans certains cas d'usage. Élément important aussi, donc sur des applications plutôt sécurité, défense, sécurité civile, la surveillance de la température et la surveillance fréquente de la température permet également de détecter des activités préparatoires. C'est-à-dire que là où une vision satellite est normalement statique, avec des mesures continues en infrarouge thermique, on est capable d'évoluer un comportement et d'anticiper des activités. Point aussi important, tout comme sur Trishna, donc on a aussi à bord des satellites constellaires, donc une caméra thermique et une caméra proche infrarouge est visible. C'est aussi un élément important. Souvent sur des applications à haute résolution, on a besoin de contextualisation.
Et donc, avoir une image dans le visible permet derrière à des analystes images industriels ou des analystes images défense de pouvoir interpréter plus facilement les données qui ont été observées en thermique. Si je présente 2-3 cas d'usage sur de la surveillance de sites industriels, donc c'est une image d'une raffinerie où en fait par rapport à l'infrarouge thermique, on est capable d'aller mesurer le niveau d'activité de la raffinerie par rapport aux températures de torchage. Ce qui permet, par exemple, suite à des frappes ou à des ruptures d'activité, d'être capable de mesurer des indices de production. Idem, un autre exemple sur une raffinerie, la raffinerie de Ras Laffan au Qatar, où on voit alors 2 choses. Déjà, la température des différents blocs et unités sur la raffinerie, et également ce qu'on appelle la température de décharge, donc la thermal plume, qui est en fait la température de l'eau qui ressort de l'installation industrielle. C'est des choses qu'on peut très facilement transposer sur des centrales nucléaires. Donc, ça, c'est des données de Zaporizhzhia qui permettent de voir que grâce à de l'infrarouge thermique, on est capable d'identifier des niveaux d'activité. Et si on va même plus loin, grâce à la précision fine de la température, on est également capable d'aller dériver des indices de production de centrales nucléaires. Donc, on a un exemple qui est assez parlant en Chine, sur la baie de Hangzhou, où il y a 2 centrales nucléaires avec des températures de décharge de l'eau proche des centrales qui sont différentes et qui permettent, par rapport à des calculs et à des approches qui ont été étayées scientifiquement, d'aller mesurer des indices d'activité et de production. Ces données-là, elles sont intéressantes. Donc, on travaille avec des ONG, on travaille avec des entités comme Pax Sapiens, qui utilisent nos données justement pour en dériver des indices de production. Voilà, dernière image que je peux vous montrer pour rester sur la surveillance continentale. Donc voilà, c'est un exemple de l'intérêt aussi d'acquérir des données de jour et de nuit sur une mission pour être capable justement de voir comment la ville se comporte, comment l'eau également va se comporter comme un réservoir thermique pendant la nuit. Et également, un point qui est à garder en tête, c'est que côté constellaire, donc on a nos satellites, on délivre des images à plus haute résolution, mais on a aussi des produits qui viennent fusionner des données des missions publiques type Landsat ou Sentinel avec les données issues de nos satellites. Et donc, on a aussi bon espoir de pouvoir en faire de même une fois que la mission Trishna sera opérationnelle, puisque selon la taille du site que l'on veut regarder, selon le cas d'usage et selon les besoins de revisite, il y a une très forte complémentarité aujourd'hui entre les missions étatiques, privées et publiques. Et clairement, il n'y a pas assez de capteurs et de données disponibles. Donc, voilà. Pour terminer, c'est ce que je dirais, c'est qu'il y a des très forts intérêts à aller travailler sur l'ensemble des jeux de données dans l'infrarouge thermique. Merci. Eh bien, je propose qu'on clôture. On se retrouve. Merci en tout cas sur voilà. N'hésitez pas à rééchanger également avec les intervenants au besoin et comme ça a été dit en introduction, le replay sera bientôt disponible. Voilà, on se retrouve pour un sujet phénologie dans un mois. Merci beaucoup en tout cas et puis bonne fin de semaine à toutes et à tous.